Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur l'iPhone 14 Pro après 2 semaines d'utilisation. Mais surtout, dans cette vidéo, on va faire le parallèle entre ce qui nous a été vendu par Apple versus ce que j'ai eu comme expérience dans la vraie vie. Alors, est-ce que toutes les nouveautés de l'iPhone 14 Pro sont utiles dans la vraie vie? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Et aujourd'hui donc, on s'intéresse à l'iPhone 14 Pro. J'ai donc sélectionné 5 nouveautés de cet iPhone 14 Pro sur lesquelles Apple a particulièrement communiqué. Et le premier dont j'aimerais vous parler, c'est Dynamic Island. Alors Dynamic Island, c'est la nouvelle encoche qu'on a ici, donc c'est en forme de pilule, quand avant c'était cette forme-là, donc vraiment collée en haut de l'écran. C'est une des nouveautés qui a le plus fait parler, je pense même celle qui a fait le plus parler, parce que tout simplement c'est un changement de design qui est visible. Quand on voit les deux téléphones, on voit très clairement et très vite, grâce à cette nouveauté ici, que là j'ai l'iPhone 14 Pro, que là c'est un ancien iPhone. Mais c'est vrai que comme ça on ne saurait pas dire si c'est un 13, un 13 Pro, un 14. Et dans cette petite île dynamique, je vais avoir la caméra selfie et les capteurs pour Face ID. Là, on voit en fait que finalement, c'est pas une pilule, c'est plutôt en forme de i. Donc, on va avoir juste ici, là, hop, les capteurs pour Face ID et juste là, la caméra avant. Et entre les deux, tout simplement, c'est des pixels qui sont noirs. En fait, au milieu, Apple aurait pu allumer et juste faire la forme de i. Sauf que eux, ils ont préféré faire quelque chose de très symétrique. Et donc, cette pilule, ça part à la base d'une contrainte matérielle. Il fallait absolument placer quelque part sur la face avant ce capteur Face ID et la caméra frontale. Sauf que Apple a décidé de l'assumer complètement en articulant toutes ses notifications et différentes animations autour justement de cette pilule. Et c'est comme ça qu'Apple a transformé cette contrainte matérielle en force. Et c'est vrai que moi le premier, lors de l'annonce, j'ai crié au génie. Sauf que à l'usage, c'est un petit peu différent. Alors déjà, il faut le reconnaître, les animations sont juste magnifiques. Par exemple, si je vous montre rapidement là pour la musique, vous voyez que là, automatiquement en fait, Dynamic Island, c'est un petit peu allongé, c'est un petit peu agrandi, et je vais avoir ma pochette d'album ici en petit, et comme quoi c'est bien la musique qui joue. Si j'appuie une fois sur l'île ici, automatiquement je vais revenir à mon application, et si j'appuie longtemps ici, ça va juste me faire un petit pop-up ici. Donc jusqu'ici, ce qui nous était vendu est délivré. Sauf que forcément, l'encoche quand Dynamic Island est activée, c'est pas la même chose, donc là elle est vraiment beaucoup plus large du coup. Ce qui fait qu'on va avoir des informations qui vont s'afficher en moins. Par exemple, là je devrais avoir, si je suis en 3G, 4G, 5G, vous voyez que là j'ai l'heure et mon réseau, ce que je capte, et bien là malheureusement je l'ai plus, simplement parce que l'encoche s'est élargie. On a certes des infos en plus parce que là on a la musique qui est jouée, mais par contre je perds des infos, alors qu'au final si je mets les deux à côté, on voit bien que Dynamic Island est quand même, je pense, à peu près aussi haute, voire peut-être un tout petit peu plus haute, mais surtout elle est beaucoup moins large que l'ancienne encoche. Donc de base, en termes de surface, je dirais d'affichage, elle prend moins de place. Et donc comme vous voyez ici, elle va bien plus bas que ici. C'est pas grand chose, mais vous allez voir que c'est non négligeable. Parce que lorsqu'on va lancer une vidéo YouTube en 18/9, eh bien Dynamic Island va venir plus manger dans le contenu que l'ancienne encoche. Donc au final, oui c'est super joli, oui les animations sont juste magnifiques, mais à l'usage, pour des usages très concrets comme ça, je trouvais que ça m'avait plus finalement dérangé qu'autre chose. Deuxième point dont il faut qu'on parle, c'est l'écran Always On. L'écran Always On, c'est lorsque je vais verrouiller mon téléphone ici, il va rester allumé. Et là, c'est assez pareil. De base, c'est hyper joli parce qu'en plus, on a encore la notification ici. Donc là, j'ai ma musique, je vais avoir le fond d'écran, je vais avoir les différents widgets et tout ça. Tout ça, bien sûr, je peux le personnaliser. Donc, je peux changer la police de l'heure, je peux changer les widgets que je veux ici. Je peux changer mon fond d'écran aussi, bien sûr. Et voilà, même si un écran Always On, ça existe depuis vraiment hyper longtemps sur des modèles Android, genre 10 ans, je pense, facile. Là, ici, Apple est venu avec sa petite touche, avec le fond d'écran en plus et tout ça. Sauf que à l'usage, j'ai trouvé ça plus perturbant au final que pratique. En fait, parce que c'est hyper distrayant, je trouve, d'avoir un écran comme ça, on dirait qu'il est allumé, vraiment. Et plusieurs fois, je me suis surpris à vérifier qu'il soit bien éteint. Ah oui, là du coup, là c'est mon écran allumé, hop, là il est éteint. Et le fait de voir chaque notification qui arrive comme ça directement sur l'écran, forcément ça donne envie de prendre son téléphone et de regarder. Laisser l'écran allumé, ça va consommer de la batterie. Alors même si l'écran descend à 1 Hz, donc vraiment à une image par seconde pour consommer le moins possible, ça va quand même consommer un petit peu de batterie. Il faut savoir que lorsqu'il est comme ça, donc l'écran reste toujours allumé. Donc si par exemple il reste toute la journée posé sur mon bureau, il va rester toute la journée allumé. Si je le mets dans ma poche ou si je le retourne, là par contre l'écran sera éteint. Et donc sur des journées où il est resté comme ça, face vers le haut, quasiment toute la journée, cette fonction-là a consommé jusqu'à 7% de batterie. Bien sûr, il y a des solutions pour ça. Par exemple, pour ma part, cet écran Always On, j'ai laissé 2-3 jours, après j'ai désactivé parce que ça me dérangeait. Mais on peut aussi, en mettant un nouveau profil, par exemple le mode ne pas déranger, on va venir ici dans les options et on va pouvoir cocher assombrir l'écran verrouillé. Là, je retrouve en gros un Always On comme ce que j'avais sur Android. Donc c'est vraiment noir au milieu et j'ai juste ça ici.
On enchaîne avec la partie photo et notamment le capteur 48 mégapixels. Alors ça c'est un petit peu l'inverse parce que lors de l'annonce j'étais pas forcément hyper emballé. Je suis pas un fan des mégapixels à tout va, surtout sur des capteurs de téléphone. Mais je dois dire que c'est plutôt bien exécuté. Premier truc un petit peu dommage par contre, c'est que pour avoir une photo en 48 mégapixels, on est obligé d'activer le mode RAW. Parce que en mode normal, les photos avec le capteur x1 seront automatiquement en 12 mégapixels. En gros, le téléphone va compiler 4 pixels en 1 pour avoir le maximum de lumière, mais du coup on n'a pas accès à cette haute résolution. En activant le mode RAW, là cette fois-ci, ça y est, on accède aux 48 mégapixels en cochant l'option qui va bien dans les paramètres. Mais ce capteur 48 mégapixels, il nous sert aussi à avoir un nouveau zoom, ici donc ça va être le x2. Le x2 ici, c'est pas un quatrième capteur qu'on aurait à l'arrière, hein. C'est bien un zoom numérique, donc en gros on va passer des 48 mégapixels ici, on va zoomer dans ce capteur là pour en avoir encore 12, donc c'est très bien en x2, et c'est vrai que c'est quand même pas mal utile. Autre point, et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est que le capteur est plus grand, et donc être plus efficace, en particulier en basse lumière. Ça se voit assez vite parce que le mode nuit va s'activer beaucoup moins vite sur l'iPhone 14 Pro par rapport au 13 Pro. Et lorsqu'il s'active, eh bien les temps de pause sont moins longs, ce qui permet d'avoir des photos qui sont beaucoup plus nettes par rapport à un iPhone 13 Pro. Aussi un capteur plus grand, ça va apporter plus de flou d'arrière-plan, et ça forcément c'est joli. C'est pas du tout logiciel, c'est pas du tout avec le mode portrait, vraiment naturellement, juste en s'approchant un petit peu de son sujet. Avec le capteur principal, on aura du coup beaucoup plus de flou d'arrière-plan qu'on aurait avec le capteur d'un ancien iPhone. Mais par contre, ça c'est un petit défaut, c'est que la distance minimale de mise au point va être plus longue du coup. Donc ça veut dire que si je pouvais prendre une photo avec un iPhone 13 Pro à cette distance-là, avec l'iPhone 14 Pro, je vais devoir augmenter cette distance-là pour avoir une photo nette. Mais bien sûr, après, on va pouvoir se rapprocher si on veut en faisant un petit x2 et donc en zoomant dans l'image. Donc au final, ce nouveau capteur 48 mégapixels est super, donc on a accès aux 48 mégapixels en RAW, mais aussi grâce à lui, on a accès au zoom x2. Les photos sont de meilleure qualité en basse lumière, et les photos sont aussi de meilleure qualité en basse lumière sur l'ultra grand angle et le téléobjectif, mais ça c'est surtout grâce à des nouveaux algorithmes logiciels. On passe maintenant aux nouveautés vidéo, et la première ça va être le mode action. Le mode action, c'est ce qui permet de stabiliser à fond une vidéo, comme si en gros on était sur un rail. Pour ça, l'iPhone va n'utiliser qu'une petite partie du capteur, donc en gros il va zoomer dans l'image pour après pouvoir encaisser les mouvements dedans. Ceci a pour conséquence de faire baisser la résolution de la vidéo. On va donc passer de la vidéo 4K maximale à une résolution de 2,8K. Bon ça c'est un petit peu embêtant, mais si on a une bonne 2,8K, bah c'est pas très grave non plus. Le truc c'est que ce mode a aussi besoin de beaucoup de lumière, donc ça veut dire que si jamais vous êtes à l'intérieur, ça risque pas forcément de très bien marcher. En fait, si je vous montre ici par exemple, donc là je suis vraiment ultra éclairé, donc vraiment pas de souci. En vidéo, lorsque je vais activer le mode action, hop, qui est juste ici, on voit donc qu'on passe bien en 2,8K, mais surtout on voit que automatiquement en fait, le téléphone va passer du x1 au x0,5. Pourquoi? Parce que comme je dis qu'il a besoin de zoomer dans le capteur, en fait pour avoir un champ de vision qui est à peu près équivalent à ce qu'on avait sur le x1, eh bien il va être obligé de passer sur le x0,5, et là du coup on va perdre vraiment beaucoup en qualité forcément. Donc en gros, si je désactive le mode action en x1, on a à peu près ça. Et si j'active le mode action, on va voir que ça va reculer un tout petit peu, mais c'est parce que je suis passé en 0,5. Alors que si je passe en x1, voilà. Donc on voit que là, du coup, là on voit la différence entre le x1 mode action activé et le x1 avec le mode action désactivé. Et donc si je vous montre des images que j'ai faites justement en courant comme ça dans une allée avec ce mode action activé, on voit que d'un côté j'ai une image qui est très stabilisée, mais du coup avec moins de détails quand même. Quand de l'autre côté, j'ai une vidéo qui bouge certes, mais là pour laquelle je garde vraiment tout le détail. Et pour cette vidéo là, je faisais vraiment pas attention, j'étais comme ça avec mon téléphone et je courais bêtement. Alors il faut bien rappeler que l'iPhone, depuis la version 11 ou 12, a vraiment une excellente stabilisation optique. Donc ces vidéos là par exemple que j'ai faites à main levée en marchant, vous voyez que j'ai aussi l'impression d'avoir un stabilisateur tellement c'est bien stabilisé. Et donc je préférais vous dire de faire confiance à cette stabilisation optique en faisant un petit peu attention du coup, en marchant un petit peu plus bas peut-être lorsque vous courez, pour garder la qualité et pour garder surtout les bonnes capacités de l'iPhone à filmer en basse lumière, plutôt que d'activer ce mode action qui certes va vous stabiliser à fond l'image, mais du coup vous allez perdre beaucoup en qualité. Autre nouveauté qu'on a eu sur la partie vidéo, c'est le mode cinématique en 4K. Alors là aussi clairement le mode cinématique, moi c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai pas forcément beaucoup aimé sur l'iPhone 13 Pro, mais là je dois dire que j'étais vraiment agréablement surpris par l'expérience sur cet iPhone 14 Pro. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai déjà fait une vidéo sur l'iPhone 14 non Pro du coup, et cette vidéo-là, je l'ai filmée intégralement avec cet iPhone 14 Pro pour vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre pour mes usages à moi en vidéo.
Donc aussi bien le facecam que les plans d'illustration, vraiment tout a été tourné à l'iPhone. Et notamment pour ce test-là, j'ai fait un segment entier avec ce mode cinématique-là. Et au montage, je me suis rendu compte que finalement, c'était la partie qui rendait le mieux dans la vidéo. Donc j'aurais dû, au final, tout filmer avec le mode cinématique en 4K. Lorsqu'on va zoomer comme ça sur certains plans de l'image, on va voir que c'est pas encore parfait, mais ça fonctionne quand même très très bien. Et donc à l'heure où je fais de plus en plus de contenu pour les réseaux sociaux, et donc filmer au téléphone, c'est un mode que j'ai beaucoup utilisé parce que ça rend quand même super bien. Et donc pour mes usages, même si moi je travaille avec mon téléphone, même si je prends beaucoup de photos et de vidéos avec, je trouve que toutes ces nouveautés-là n'apportent pas assez d'améliorations concrètes pour mes usages pour justifier un passage du 13 Pro au 14 Pro. Surtout que celui-ci est vendu à partir de 1329 € en version 128, quand là j'avais un 13 Pro en 256, et celui-ci je vais le vendre quoi 1000 € grand max. Ce qui fait que j'aurai au moins 300 € à rajouter pour avoir celui-là, voire 400 si je veux aussi la version 256. Et donc pour moi, les petites nouveautés là dont je vous ai parlé ne justifient pas les 400 € à avoir en plus. Surtout que celui-ci en fait est déjà vraiment très très bon pour la partie photo, la partie vidéo, vraiment super aussi. Certes, j'ai pas les 48 mégapixels et j'ai pas le plus grand capteur, donc ça fera des images qui seront un tout petit peu moins bien. Mais pour voir la différence, il va vraiment falloir zoomer et s'intéresser vraiment à l'image. Et au final, je préfère investir ces 400 € là dans du matériel pour améliorer mes vidéos, un nouvel objectif ou alors un nouveau micro lorsque je suis hors du studio. Et cet investissement-là aura un plus grand impact sur la qualité de mes vidéos, sur ma capacité à produire du contenu qualitatif pour vous, plutôt que de passer au nouvel iPhone. Et donc au final, pour vous, si vous avez un iPhone 11 Pro, vraiment foncez, ce 14 Pro là, ça va être une tuerie, vous allez adorer. Parce qu'il y aura pas mal de belles nouveautés. Depuis un 12 Pro, ça commence aussi à valoir le coup, parce que vous allez avoir l'écran 120 Hz en plus qui apporte beaucoup. Vous aurez aussi un beau gap de qualité en photo et vidéo. Depuis un 13 Pro, je vous dis, franchement, pas forcément besoin. Sauf si vraiment vous avez besoin du mode cinématique en 4K, sauf si vraiment vous avez besoin des 48 mégapixels. Ou alors tout simplement si vous êtes fan du design avec Dynamic Island et tout ça. Pour ma part, même si je fais des vidéos sur YouTube, sur la tech, même si tout le monde a le nouvel iPhone, moi du coup j'ai fait le choix cette année de rester sur mon 13 Pro qui me va très très bien. Allez, n'hésitez pas à partager, à échanger dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo.